Nazi, qui a été directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, grand spécialiste au passage des pollutions au plomb, ce qui nous a valu des discussions passionnées à table. Et voilà, docteur, n'oublions pas la santé dans toute cette évolution de l'habitat. Voilà. Je vous passe la parole. Merci beaucoup pour votre invitation, et j'allais dire ça tombe bien parce que j'ai passé toute ma carrière à m'intéresser à l'impact de l'environnement sur la santé. Ma carrière professionnelle a démarré à l'hôpital après mes études de médecine. J'ai travaillé 12 ans dans un hôpital en tant que biologiste et je me suis beaucoup intéressé à l'impact de l'environnement de soins sur la santé des patients. Et ensuite, je suis parti à la mairie de Paris où j'ai passé 30 ans, où j'ai dirigé un laboratoire qui s'intéressait à l'impact de l'environnement urbain sur la santé. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact du bâtiment sur la santé. Alors, ce sont des sujets que je traite déjà depuis un certain nombre d'années, et en particulier également, plus récemment, au sein du Haut Conseil de la santé publique, depuis 2013, depuis mon départ à la retraite. Je suis membre également du comité scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, parce que je m'intéresse également beaucoup à ces questions, et je suis membre de plusieurs associations, dont l'association de prévention de la pollution atmosphérique. Et c'est à cette occasion qu'Isabelle Roussel m'a demandé de venir vous parler des problèmes de santé en fait liés au bâtiment et d'être attentif à l'être humain et à ce qu'il peut faire. Et vous allez voir, c'est un sujet assez complexe car il y a d'un côté un environnement extérieur, il y a un bâtiment et il y a des occupants. Et les occupants eux-mêmes, par leurs activités, leurs comportements, peuvent aussi dégrader leur environnement intérieur. Je démarrerai par une définition de la santé, puisqu'on parle des problèmes de santé, et je souhaitais vous parler en particulier donc de cette définition et montrer que, en fait, la santé, ce n'est pas uniquement un problème de maladie, d'infirmité ou de handicap, c'est aussi une notion de bien-être. Et je crois qu'il est important de ne pas oublier qu'à l'intérieur d'un bâtiment, les occupants doivent conserver leur bien-être mental, physique et social, et que la santé environnementale, eh bien, qui comprend la qualité de vie, et qui est déterminée par différents types de facteurs. Vous voyez, on va parler d'agents physiques, chimiques, biologiques, esthétiques également de l'environnement. Et dans le domaine de la santé environnementale, on se préoccupe des générations actuelles, mais également des générations futures, et où les politiques doivent prendre en compte cet aspect. Alors, en matière de bâtiments, pour moi, l'urgence sanitaire, c'est la précarité énergétique. On a eu l'occasion, j'ai écouté avec attention l'exposé de jeudi soir, où on a parlé de précarité énergétique. Vous avez ici la définition que l'on peut donner, et c'est un critère multifactoriel. Et vous noterez que c'est une réalité économique et sociale qui est vécue par 12 millions d'individus qui sont en situation de précarité énergétique. Alors, quelles sont les conséquences de cette précarité énergétique où des personnes ne peuvent pas chauffer finalement leur appartement, ou chauffent peut-être une seule pièce de leur appartement où ils se concentrent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Eh bien, la problématique de cette précarité énergétique par rapport à la santé fait l'exposition des occupants au froid à l'origine de surmortalité en saison hivernale. Vous avez ici le confort thermique, et en particulier donc le froid qui intervient sur des maladies respiratoires, cardiovasculaires, et en particulier pour des personnes âgées lorsque la température diminue, et avec des risques élevés d'hypothermie en dessous de 10 degrés. Donc c'est une exposition déjà qui a un impact direct sur la santé des personnes qui sont exposées à ce froid dans leur logement, mais aussi des effets indirects. Et en particulier, ces personnes, pour se chauffer, vont utiliser des chauffages d'appoint qui vont être des sources de pollution, des sources d'humidité, de développement de moisissures
dans leur habitat, ils vont boucher leur dispositif de ventilation pour avoir moins froid et donc vont dégrader la qualité de leur air intérieur. Et puis il y a d'autres aspects quand il y a cette précarité énergétique, au-delà de l'aspect de la qualité de cet environnement intérieur, c'est sur l'alimentation, c'est sur les risques, les problèmes de sécurité dans le bâtiment, et puis des personnes qui ont perdu le contact social et qui n'osent plus inviter des personnes chez elles dans la mesure où elles n'ont pas les moyens de les recevoir. Donc cet aspect de précarité énergétique dont je voulais insister doit être mis en relation avec le coût des soins qui sont provoqués par ces différentes maladies liées à la précarité énergétique et les investissements qu'on va réaliser pour lutter contre cette précarité énergétique. Et nous avons aujourd'hui un observatoire national de la précarité énergétique qui nous permet donc d'analyser ce phénomène et de suivre. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites en France sur ce sujet de précarité énergétique et santé. Alors, dans le bâtiment, il faut savoir aussi qu'on peut avoir des populations très différentes et c'est ce qui va faire l'impact du bâtiment sur la santé. En fait, de plus en plus, nous avons ce qu'on appelle des groupes de populations sensibles ou vulnérables dont les effets sanitaires du bâtiment sont exacerbés. Vous avez ici un certain nombre de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, qui peuvent être immunodéprimées. De plus en plus aujourd'hui, dans les logements, nous avons des personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui vont se soigner à domicile, qui vont utiliser des appareillages. Et donc il y a un transfert finalement de ce qui se passait autrefois à l'hôpital ou dans un établissement de santé et ce qui va se passer à l'intérieur du logement où on a des personnes qui se soignent, où on vient s'occuper d'elles également. Et puis dans l'aspect socio-économique, eh bien, il y a aussi des populations dont les conditions sont fortement défavorables. Je vous ai cité une liste ici de familles monoparentales, de jeunes, de personnes sans emploi, qui sont également dans des difficultés déjà socio-économiques, mais également qui vont être plus vulnérables à l'impact du bâtiment sur leur santé. Alors, pourquoi c'est important de s'intéresser aux aspects bâtiment santé, du fait déjà de ces populations sensibles dont je viens de parler, mais c'est le temps que l'on passe à l'intérieur. On passe énormément de temps à l'intérieur, jusqu'à 90% de notre temps. Et donc, on a parfois des systèmes de ventilation. Dans une étude qui a été faite par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, montrait que dans les logements en France, la moitié des systèmes de ventilation étaient complètement défaillants et ne respectaient pas déjà les débits réglementaires qui sont dans le Code de la santé publique ou le règlement sanitaire départemental. Nous avons aussi développé depuis un certain nombre d'années des bâtiments performants en énergie et je vous montrerai également les études qui ont été faites par l'Observatoire sur la qualité de l'air dans ce type de bâtiment. Donc des sources d'exposition et des effets sanitaires de mieux en mieux reconnus. Alors, ces enjeux sanitaires liés au bâtiment, au-delà de la précarité énergétique, qui pour moi était un exemple d'urgence sanitaire, eh bien, il y a une dégradation de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments qu'on constate de plus en plus, et les impacts sanitaires sont très graduels. En fait, on peut les regrouper en trois parties. Tout d'abord, de simples nuisances. Vous avez des personnes qui vont être gênées par un air intérieur de mauvaise qualité, ils vont se plaindre, ils vont avoir un certain inconfort, ils vont sentir des odeurs désagréables et ils vont surtout aussi avoir des symptômes d'irritation liés à ces agents polluants qui se sont accumulés à l'intérieur. Il est très difficile pour les médecins, quand des patients viennent les consulter pour leur dire voilà, j'ai des symptômes d'irritation, j'ai une rhinite, j'ai des maux de tête, etc. Il est très difficile aux médecins de porter un diagnostic et c'est pour ça qu'on parle souvent de symptômes non spécifiques. En revanche, il y a de vraies maladies que le médecin peut diagnostiquer, que sont des intoxications par le monoxyde de carbone, par le plomb, des maladies allergiques et notamment des allergies respiratoires et un certain nombre d'infections dont je veux vous parler dans un instant. En fait, également dans le bâtiment, au-delà de ces aspects directs de nuisances, de maladies, il y a aussi des risques à long terme, parce qu'on s'aperçoit que dans le bâtiment s'accumule un certain nombre de polluants
qui vont avoir un impact plutôt à distance, donc avec une exposition à long terme, et ce sont des pathologies respiratoires, cardiovasculaires ou tumorales. Alors 90% de notre temps passé dans des environnements intérieurs et des polluants très nombreux. On va en faire très rapidement dans un instant un petit peu l'inventaire et vous allez voir la complexité de cette qualité d'air à l'intérieur des bâtiments, car il y a à la fois des polluants de nature chimique, physique, biologique, qui sont sous forme gazeuse ou particulaire, mais également il n'y a pas que dans l'air, il y a aussi toutes les poussières qui se déposent ou qui sont rapportées de l'extérieur et qui vont être également issues de la dégradation des matériaux. Et c'est pour ça que je préfère parler non pas de qualité de l'air intérieur, mais plutôt d'une qualité environnementale intérieure, car il y a un certain nombre de polluants, pas uniquement dans l'air, mais également sur les surfaces et sur les poussières déposées. Alors, quels sont ces agents chimiques qui sont présents à l'intérieur? Ils sont très nombreux. En fait, ces polluants nous viennent de l'extérieur, ils sont liés au bâtiment, ils sont liés à l'activité humaine. Et vous avez ici ce qui est le plus connu et qu'on a beaucoup étudié en France, ce sont les composés organiques volatiles, qui sont plusieurs familles de composés chimiques, qui sont issus du bâtiment lui-même, du bâti, mais également des activités humaines, avec notamment tout ce qui est produits d'entretien et autres. Mais on a aussi une connaissance maintenant de plus en plus intéressante sur d'autres composés dits semi-volatiles qu'on va plutôt retrouver dans les poussières. Et vous avez ici un certain nombre de polluants que l'on commence à mieux étudier, parmi lesquels il y a des perturbateurs endocriniens, que sont les phtalates, les retardateurs de flamme, des composés fluorés, des PCB qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, on savait mesurer dans l'air un certain nombre de polluants. Aujourd'hui, on sait mesurer dans les poussières des maisons un certain nombre d'autres polluants. J'ai évoqué également le plomb parce que c'est un sujet vraiment d'actualité et qui nous pose beaucoup de problèmes sur lesquels je me suis beaucoup penché avec les poussières, les peintures anciennes dégradées et aujourd'hui cette contamination venant d'un incendie qui s'est dispersé un petit peu dans la ville et qui pose beaucoup de questions par rapport aux expositions notamment des jeunes enfants. Il y a aussi des particules fines qui viennent de la pollution extérieure et qui pénètrent très facilement à l'intérieur. Et donc le bâtiment, en fait, en fonction de son implantation, est exposé à une pollution extérieure très différente en fonction s'il est proche de trafic routier, par exemple, ou s'il est sur un sol pollué, ou qu'il y ait également du radon dans certaines régions, eh bien le bâtiment va exposer les occupants à ces différentes particules, radon ou l'amiante également dans le bâtiment. Et enfin, il y a aussi des agents biologiques. Et parmi ces agents biologiques, il y a des bactéries, il y a des allergènes qu'on retrouve en grande quantité dans nos maisons, notamment dans le lit avec les acariens, des animaux domestiques qui sont responsables de maladies allergiques respiratoires. Et il y a le cas particulier des problèmes d'humidité excessive dans les logements qui provoquent le développement de ces moisissures. Alors c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment ces dernières années, car on montre entre 14 à 20% des logements en France qui sont contaminés par des moisissures, avec des surfaces de moisissures, de moisis, qui sont sur les murs, parfois avec des surfaces très importantes, et qui ont un impact sérieux sur la santé des occupants par rapport à des maladies, en particulier respiratoires. Alors, cette pollution intérieure coûte évidemment à notre société. Vous avez ici quelques chiffres, mais ce sont des chiffres très partiels. Si on voit ce qu'a fait la commission sénatoriale, qui a fait une étude plus large sur la qualité de l'air en France, elle a considéré qu'on payait 100 milliards d'euros par an liés à cette mauvaise qualité d'air extérieur et intérieur. Pour l'air intérieur, 19 milliards d'euros par an, mais seulement que pour 6 polluants qui ont été donc étudiés et qui montrent donc l'importance du coût de cette pollution intérieure. Alors, je voudrais maintenant vous montrer quelques exemples sur lesquels j'ai beaucoup travaillé de l'impact des polluants et du bâtiment sur la santé des occupants. Et en particulier, donc, il y a un syndrome qu'on appelle les syndromes collectifs, où l'Organisation mondiale de la santé a montré que 30% des bâtiments neufs ou rénovés
que ce soit des immeubles de bureaux, des logements, des établissements d'enseignement, étaient impactés par ces plaintes et ces symptômes divers présentés par les personnes. Alors, ces symptômes, les personnes les ressentent, hein, c'est un ressenti, avec des phénomènes au niveau des yeux, du nez, de la gorge, des phénomènes d'irritation, de gêne, de tout, des maux de tête, une fatigue anormale, des problèmes respiratoires avec un essoufflement, des symptômes cutanés parfois qui peuvent être prédominants avec des rougeurs cutanées, et puis également des perceptions d'odeur, des problèmes visuels ou de nausées. Et donc ces différents symptômes peuvent s'associer, et ce qui fait que quand on travaille dans un immeuble de bureau par exemple, où plusieurs personnes ressentent ce type de symptômes, et bien à un moment donné, le gestionnaire est complètement débordé parce que les personnes ne peuvent plus vivre ou travailler dans ce bâtiment. Alors, plusieurs études ont montré que ça pouvait être diversifié, ça peut être lié à des polluants que je citais tout à l'heure, hein, problèmes de composés organiques volatiles, d'aldéhydes, une température élevée ou des agents biologiques, comme vous voyez tout à l'heure. Ça peut être aussi les conditions de travail qui peuvent également aggraver la situation de ces personnes qui souffrent de ces différents symptômes. Je vous montre ici une étude que j'ai faite il y a très très longtemps. C'était la première étude française sur les syndromes liés au bâtiment, où nous avons interrogé avec les médecins du travail, vous voyez les chiffres des personnes interrogées en hiver et en été, et on leur demandait ce qu'ils ressentaient à l'intérieur de leur bâtiment. Et bien vous voyez que presque 25% d'entre eux se plaignaient de problèmes au niveau nasal, de rhinite, au niveau d'irritation des yeux, une gorge sèche, irritée, des maux de tête, des problèmes de peau, des difficultés de concentration. Et donc j'avais été étonné par ces chiffres. C'était souvent dans des bâtiments de bureaux climatisés où les personnes se plaignaient. Dans la suite de l'interrogatoire, on leur demandait aussi par rapport à leur confort dans le bâtiment, et 60% se plaignaient de problèmes de température, d'éclairage, de bruit, et également en termes de confort dans ces bâtiments. Alors cette étude faite dans les années 90 a été un signal pour dire qu'il faut faire quelque chose dans ces bâtiments, il faut tenter d'améliorer la qualité environnementale et le confort des personnes. Et donc une étude plus récente, c'est une étude qui a été faite au niveau européen, mais on a repris l'étude française. Vous avez dans la dernière colonne les chiffres, c'est exactement en matière de confort, de température, de bruit, de qualité d'air, de confort en général. Et vous voyez que les chiffres ont quand même diminué par rapport à cette étude qu'on avait faite en 90, parce que cette étude européenne a été faite en France de la même manière avec des auto-questionnaires, et on a montré que les choses quand même allaient dans le bon sens, mais malgré tout, il y a quand même un certain nombre de personnes qui continuent à se plaindre dans ces bâtiments. Alors ils se plaignent de la qualité de l'air, mais ils se plaignent aussi du bruit. Alors, le bruit, on l'a évoqué hier, ces pollutions sonores et ce bruit environnemental. Je suis devenu très sensible à ce problème du bruit parce que on s'est aperçu que le bruit de la ville, que ce soit extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, eh bien c'est un des facteurs qui peut être le plus menaçant pour la santé, avec une perte d'années de vie en bonne santé. Ça peut être des troubles auditifs, mais aussi des effets non auditifs, et en particulier des qualités de sommeil dégradées, des événements cardiovasculaires, des troubles de l'apprentissage scolaire pour donc les enfants, des conséquences sur le métabolisme et de la santé mentale. Bref, le bruit, il y a un chiffre qui coûte à notre société par an 57 milliards d'euros, les conséquences sanitaires liées au bruit. Et pour l'instant, on n'a pas toujours de bonnes solutions, si ce n'est l'acoustique des bâtiments, mais en matière de bruit dans la ville. Voilà, je suis très très heureux d'ailleurs depuis jeudi d'être dans un endroit calme, car je vais retourner à Paris et je vais être très sensible au bruit dans la ville, et je fais d'ailleurs une table ronde lundi soir pour parler justement du bruit dans la ville avec différents experts pour essayer donc de tenter d'améliorer les choses. Alors, j'ai parlé aussi des allergies respiratoires. Il faut savoir que dans le bâtiment, il y a des personnes qui ont des allergies respiratoires. Vous avez le chiffre de billions d'allergies en France. 20 à 30% de la population a déjà un terrain sensibilisé aux allergènes. Et vous avez 4 millions de personnes asthmatiques, et vous avez les pourcentages pour les enfants.
Donc ça aussi, c'est un autre problème. Ces allergies respiratoires, elles surviennent parce qu'il y a le contact dans le bâtiment avec ces différents allergènes. Ces allergies respiratoires sont aggravées par les polluants dont nous avons parlé, les polluants chimiques et particulaires. Et donc, ce qui fait que c'est un problème de santé publique qui aujourd'hui a beaucoup du mal à être maîtrisé en France parce qu'on a assez peu de médecins allergologues en France pour faire les bilans et suivre ce type de patients. Rapidement, pour montrer quels sont les effets sur la santé, on voit ici le rhume des foins lié au pollen, la rhinite allergique liée aux acariens, l'asthme, les sifflements, et l'eczéma lié donc à ces allergènes présents dans notre environnement. Et là aussi, on voit par rapport à la fréquence que c'est les acariens qui sont en tête, les graminées donc pour le pollen ou les arbres, et puis les animaux domestiques et des moisissures. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'humidité des logements. Vous avez ici des chiffres, c'est le travail de l'Observatoire qualité intérieure dans la campagne nationale logement. 46% des logements avaient des problèmes d'humidité visibles. 5% des logements avaient au moins une pièce avec des moisissures d'une surface de plus de 1 mètre carré et que ça touchait essentiellement donc les chambres et les salles de bain. Alors, les causes de cette humidité excessive, elles sont dues bien sûr à l'humidité des matériaux, mais je voudrais attirer l'attention sur ce qu'on a trouvé plus récemment lorsqu'on construit des bâtiments qui sont plus performants en énergie. Souvent, les matériaux sont humides et il n'y a pas suffisamment d'évaporation lors de la construction, de la rénovation, et donc il persiste une humidité des matériaux qui fait que des moisissures peuvent ensuite se développer, et ceci a pu être montré. Alors bien sûr, il y a d'autres aspects, les panthermies dont j'ai entendu parler, puis l'humidité dans l'air ambiant liée justement aux problèmes de chauffage, aux dispositifs de ventilation défectueux ou au mode d'usage et comportement des occupants. Alors là aussi, un dernier rapport de l'ANSES a montré en 2016 l'impact sanitaire des moisissures, et on voit que ça touche essentiellement les enfants avec le développement d'asthme, des enfants qui sont asthmatiques, les moisissures provoquent des crises d'asthme, une rhinite allergique, parfois chez les adultes, et également avec une altération de la fonction cognitive chez l'enfant pour des expositions de plus de 2 ans. Ça, ce sont les études épidémiologiques qui nous ont montré l'impact des moisissures sur la santé. Enfin, pour compléter mon propos sur les maladies, je voudrais aussi attirer votre attention sur la légionellose, qui est une maladie qui est due à une bactérie qui se développe dans les réseaux d'eau chaude sanitaire. Et on voit récemment, en 2017 et 2018, l'augmentation de cette maladie, qui est probablement liée à un défaut de maintenance, d'entretien des réseaux d'eau chaude sanitaire, et qui permettent le développement de ces bactéries. Peut-être dans les questions, j'y reviendrai sur ce problème, parce que c'est un problème vraiment actuel. La chaleur avec les journées très très chaudes, avec des populations sensibles, et on connaît ce qu'on a vu en 2003, j'étais aux premières loges à la mairie de Paris pour regarder ce qui s'était passé en 2003 avec l'effet de la canicule. Et puis je voudrais terminer, puisqu'il me reste peu de temps, et donc je développerai cette partie, et donc je vais en faire un résumé, vous montrer ce que l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a montré sur les bâtiments performants en énergie. C'était une étude sur 72 logements présentée en 2016. En fait, on s'aperçoit que dans ces bâtiments performants en énergie, il y a un visage différent de la qualité de l'air intérieur. Effectivement, il y a moins de confinement parce qu'on a des ventilations mécaniques qui fonctionnent beaucoup mieux. On a moins de formaldéhyde parce qu'on a choisi des matériaux qui diffusent moins de formaldéhyde, mais on n'a plus d'hexaldéhyde qui a remplacé le formaldéhyde. Il y a moins de composés organiques volatiles, mais plus de terpènes qui sont liés à l'utilisation de plus en plus de bois dans ce type de bâtiment. Il y a moins de signes d'humidité, mais une présence de moisissure plus élevée, et qui était liée à ces problèmes de matériaux humides dont je parlais tout à l'heure, et moins de radon. Donc si vous permettez, je vais passer, parce que j'avais fait des histogrammes et je n'ai plus le temps de vous les présenter, et je voulais simplement vous dire que ces dernières années, j'ai développé des protocoles d'études de la qualité de l'air intérieur pour les bâtiments neufs et rénovés au moment de la livraison
du bâtiment pour s'assurer de la qualité de l'air intérieur au moment de la réception du bâtiment. On l'a fait donc pour les bâtiments neufs et rénovés. Voilà les paramètres sanitaires que nous mesurons et les valeurs à respecter. Nous avons également fait un guide pratique pour parler de la qualité de l'air intérieur tout au long d'un programme de construction ou de rénovation. Nous avons même développé un document sur les bâtiments en exploitation. Voilà, je passe. Ça, c'est une norme qui permet d'étudier les effets sanitaires dans un bâtiment. Et enfin, je termine pour montrer que nous avons des possibilités d'agir sur ces risques sanitaires. Aujourd'hui, en France, on a 3 niveaux. On a une réglementation qui s'est développée avec l'étiquetage des matériaux de construction et des produits de décoration. Mais surtout, c'est important de sensibiliser les occupants sur tous les entretiens, l'hygiène, le contrôle d'humidité, les pratiques d'aération pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Parce qu'aujourd'hui, je considère que ce sont les occupants, finalement, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la maîtrise de la qualité de l'air intérieur. Et pour eux, on peut les accompagner. Aujourd'hui, on a développé depuis déjà pas mal d'années le conseil en environnement intérieur, où des personnes vont à domicile pour aider les occupants. Et puis, il y a l'action des professionnels de santé, des médecins, que j'aimerais beaucoup plus importante auprès des patients et notamment les personnes malades, pour leur donner des conseils pour améliorer leur environnement intérieur. Je vous remercie.